Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. L'émission est mythique, c'est évidemment Apostrophe. Voici le volume 3 en DVD, des grands entretiens. Et là, cette fois, Bernard, vous n'accueillez plus forcément dans votre studio. Non. Vous allez à la rencontre des plus grands écrivains du siècle chez eux. Oui. Pas de l'époque, c'est-à-dire évidemment Simenon, Lévi-Strauss, Yourcenar, Duras. Alors, une exception, Duras, parce qu'elle était tellement compliquée qu'elle est chez elle, donc elle est venue sur mon studio, dans mon studio. Oui, mais à part ça, tous les autres, Cohen, Jouando, ils m'ont su chez eux. Oui. C'est par exemple le cas de Duras. Vous mettez des mois à la convaincre de venir. Elle vient d'écrire L'Amant, c'est un succès triomphal, mais elle ne veut pas venir. Mais non, parce qu'elle détestait la télévision, elle trouvait que les émissions littéraires c'était nul. Et puis après, l'émission Apostrophe ayant eu un tel succès, le lendemain c'était des milliers de gens qui se ruaient dans les librairies pour acheter son livre L'Amant, qu'elle a trouvé que finalement la télévision c'était pas si mal que ça, finalement. Alors vous lui dites, vous avez un succès fou, vous en avez vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Elle vous regarde désolée, elle vous dit, ah oui c'est terrible, c'est très dur à vivre, le oui. succès. Oui, non, mais Duras était dans le paradoxe d'une manière permanente, et c'est d'ailleurs ce qui faisait son charme. Et surtout, elle était dans le silence. Ça, de tous les grands écrivains que j'ai rencontrés, Duras était la seule qui savait jouer avec le silence, et ces silences en disaient autant que les mots qu'elle employait. Oui, et vous ne la connaissez pas. Vous la rencontrez pour la première fois sur le plateau, et ça donne ça. Bernard Pivot et Duras. En montant dans sa voiture et en allant dans sa garçonnière, vous saviez que vous avez créé à ce moment-là un double scandale. Vous avez un scandale, le vôtre et puis le sien. Le sien quant à sa famille, vous voulez dire? J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Non, c'était quand même... J'ai pas pensé au déshonneur, puisque je l'appelle de ce grand mot. C'est un mot de ma mère. Non, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé qu'il fallait y aller. Je vivais avec deux garçons qui étaient très en avance sur moi de ce point de vue. Je pense que j'ai voulu rejoindre mes frères. Oui, mais vous commettez quand même une transgression extraordinaire, parce que là, vous avez 15 ans et demi, donc vous êtes mineur, et vous devenez la maîtresse d'un Chinois. Alors, vraiment, c'est une double provocation. Oui. Et cette provocation est très mal reçue par votre famille. Vous dites maîtresse. Oui, je sais pas. Pas l'amant, une maîtresse de l'autre côté. Oui, avant tout, c'était ça. Oui. C'était la jouissance. C'était très, très, très fort. C'était pour toute la vie. Oui, vous racontez une scène incroyable. Il offre des déjeuners ou des dîners à votre famille. C'était comme ça, oui. Et personne ne lui dit rien. Alors surtout, ni votre mère, ni vos frères. Alors il l'ignore complètement. Alors pas un mot. Mais ce devait être des repas effrayants. Oh, il mangeait. Il s'occupait de rien d'autre. Et vous? Il mangeait énormément, tous. On n'avait jamais l'occasion de manger des choses pareilles, des choses de ce prix-là. Moi, je commençais à avoir l'habitude, puisque je sortais tout le temps avec lui, mais pour mes frères, c'était une véritable orgie à chaque coup. Puis on était sans gêne, on était d'une très grande brutalité. Ma mère, elle n'a pas élevé ses enfants. On était devant comme derrière, qu'on était naturel. Ça, je l'accorde à mes frères et à moi. On était comme des animaux nobles, terribles. Vraiment, je peux dire, oui, c'est le mot sauvage qui revient le plus. Donc, il n'avait pas à se gêner devant lui, et il ne le faisait pas. Mais ça allait plus loin, ça allait qu'il était jaune aussi, et qu'il était chinois. Alors, c'est évident, c'est que, comme nous ne le connaissions pas, nous sommes dans la séduction l'un de l'autre. Et c'est vrai qu'au terme de l'émission, nous avions réussi à nous apprivoiser, sinon à nous séduire. Oui, une première rencontre, comme un coup de foudre. Oui. Et après, elle va être heureuse, elle va vouloir faire plein d'émissions de télévision. On ne l'arrêtait plus. Elle voulait écrire dans la presse, la radio, la télévision. On entendait Duras partout. Yourcenar. Mais Cohen, c'était la même chose. Cohen, il avait refusé pendant 20 ans d'avoir une télévision chez lui. Et puis, le succès d'Apostrophe était tel
qu'après, il accueillait toutes les radios, toutes les télévisions à Genève dans son appartement. C'est incroyable. Vous partez, je le disais, voir Yourcenar aux États-Unis. Oui. Elle vit presque recluse dans une maison de bois, modestement, Ah oui. avec une traductrice Oui. avec laquelle Très elle malade. partage une histoire d'amour fascinante Oui. que vous racontez. Et c'est une rencontre étonnante. Vous lui dites, est-ce qu'on peut décider d'être écrivain quand on décide d'être kinésithérapeute? Je vous rapporte cette question que vous lui posez. Oui, je ne me souviens pas. Alors, franchement, je ne me souviens pas des questions. Parfois, je pose des questions un peu bizarres, hein, un petit peu. Ils sont un peu... mais c'est amusant de poser des questions, non pas qui déstabilisent, mais qui surprennent comme ça, qui surprennent la personne parce qu'elle ne s'y attend pas. Il y a des questions obligatoires, parce qu'on ne peut pas ne pas les poser. Mais il y en a d'autres qui sont à la marge. Et c'est toujours très amusant de les poser comme ça pour voir comment la personne réagit. Oui, vous parlez à Jules Roy. Vous allez rencontrer cet auteur étonnant. Vous lui dites, vous avez un prénom de gauche et un nom de droite. Bah oui, Jules, c'est un prénom de gauche. Il est étonné par votre question. Oui, s'y attend pas du tout, surtout que c'est la première, non? Oui. Alors, oui, là, il a été déstabilisé, je crois. Ouais. Marcel Jouandeau, vous avez tellement été heureux de rencontrer cet écrivain que vous rencontriez dans des dîners avec une milliardaire quand vous étiez jeune journaliste au Figaro littéraire. Chez Madame Florence Gould, à l'hôtel Meurice à Paris, elle faisait des grands déjeuners d'écrivains où il y avait Paul Morand, Malraux et le couple Jouandeau. Et je faisais des bouts de table avec Jean Chalon, qui était un jeune journaliste comme moi. Alors on faisait des bouts de table. Ils avaient besoin de... Vous ne pouvez pas mettre Malraux en bout de table quand même. Hein, bon. Donc j'ai fait la connaissance de Jouandeau. Et je l'ai interviewé un an avant sa mort. Là, c'est un entretien qui est extraordinairement émouvant. Il est pratiquement aveugle. Parce qu'il est aveugle. Oui. Il est quasiment aveugle. Et à la fin, il récite la prière qu'il voudrait réciter au moment où il va mourir. Donc la prière des morts. Et c'est terrible parce que sa mémoire hésite. Mais c'est une prière qui est magnifique, c'est une prière de compassion, une demande de secours. Oui. C'est un cri de secours à Dieu. C'est vraiment très émouvant. Un cri d'amour, c'est Georges Simenon. Oui. Cri d'amour à sa fille qui se suicide d'une balle dans la poitrine. Oui. Marie-Jo tant aimée. Et vous rencontrez Georges Simenon dans ces circonstances-là. Oui. Là, c'était très émouvant parce que il avait écrit ce dernier livre qu'il ne voulait pas écrire à cause du suicide de sa fille. Sa fille était complètement amoureuse de lui. Et à un moment, il dit dans l'émission, mais je ne pouvais quand même pas faire l'amour avec ma fille, ce n'était pas possible. Donc, elle s'est suicidée et il ne s'en est jamais remis. Hein, jamais, jamais. C'est une blessure très, très, très grave pour lui. Donc, c'était un drôle de dialogue parce qu'il y avait de l'impudeur dans sa manière de raconter le suicide de sa fille. Et moi, j'étais aussi d'une certaine manière impudique en lui posant des questions parfois qui étaient à la limite, je dirais, de la correction, sinon du bon goût. Oui, mais vous dites aussi, il se comportait un peu comme Maigret dans ses mémoires. Il se dit, qui a fourni la balle qui a permis à ma fille de se tuer? Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est moi qui lui pose la question. Je lui dis, mais attendez, quand vous racontez le suicide de votre fille, c'est le père du commissaire Maigret ou c'est le père de Marie-Jo? Comme je renouvelle la question parce qu'il n'y a pas répondu, on sent que ça l'atteint très profondément et qu'il trouve que cette question est cruelle et déplacée. Ah oui, et il avait pourtant eu 10 000 femmes. Et vous en parlez avec lui, Bernard Pivot et Georges Simenon. Ah ben moi je suis très jaloux. Ce qu'on m'a rapporté, est-il vrai que vous ayez dit que vous avez connu charnellement 10 000 femmes? Ça, c'est une histoire amusante, n'est-ce pas? Un jour, Fellini vient me voir. Nous sommes très amis avec Fellini depuis très longtemps, depuis 20 ans, nous sommes amis. Et Fellini était venu, c'était au moment du lancement de Casanova. Et mon fils, Johnny, à ce moment-là, était chez Gaumont, a été chargé de faire le lancement en France de Casanova. Alors, il prenait sur un magnétophone notre conversation en bâton rompu avec Fellini. Alors, on s'est mis, bien entendu, à parler de Casanova, on s'est mis à parler de femmes, et Fellini me dit Casanova a eu 4000 et quelques femmes. Je dis, voyons, il a vécu combien d'années? Tant. Je dis, ça n'en fait même pas une par jour. Et je dis, moi, j'en ai en général eu 3 par jour depuis l'âge de 13 ans et demi. Alors, si je faisais le calcul, je ne sais pas ce que ça donnerait. Et je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui a dit tout à coup 10 000, au moins.
Je dis peut-être, je n'en sais rien, je n'ai pas compté. Et de là, la légende, dans tous les pays du monde, Simenon, l'homme de 10 000 femmes, c'est l'écho qui reparaît le plus Et souvent. ça vous ennuie ou pas? Pas du tout, ça ne me gêne pas, mais je ne me suis jamais vanté, je ne suis pas comment dirais-je, un sportif qui veut absolument Ah si, quand même. battre un record. Ah si, non, pas battre un record, mais enfin, on sent quand même, il y a chez vous, de temps en temps, quand même, la passion du Don Juan ou du Casanova collectionneur. Ah, pas du tout, du tout. Il y a un besoin. Besoin physique. Oui, il y a un certain nombre de gens qui ont ce besoin physique. Lorsque j'avais 15-16 ans, vous parliez lorsque j'étais journaliste, et qu'à Liège, l'été, je me trouvais en vêtements légers, en pantalon de toile fine, vous savez, et de gabardine très fine, dans un tramway, et que je frôlais une femme sur la plateforme du tramway, je ne savais comment en sortir, parce que j'étais indécent, et je devais me précipiter lorsque vous me appelez un bordel. Je n'en peux rien, c'est un besoin, et il y a beaucoup d'individus comme moi, il n'y a pas que moi. Mais on a l'impression que de temps en temps, pour vous, faire l'amour, ça n'a pas plus d'importance finalement que de vous moucher. Aussi. J'ai toujours cherché à comprendre les gens, eh bien, et à, comment dirais-je, à m'associer à eux, je ne dirais pas à les pénétrer, étant donné ce que je vais dire, mais je crois tout de même que l'union la plus possible qu'on puisse avoir entre deux êtres, c'est encore celle-là, c'est encore de faire l'amour. Je ne crois pas qu'il y ait de communication. On parle beaucoup de communication maintenant. Eh bien, c'est pas avec des mots qu'on communique. On communique très mal avec les mots. Les mots peuvent servir à tout. Tandis que là, il y a vraiment une communication directe. Et j'avais faim. J'avais faim de la femme et de toutes les femmes. Et je me disais, mais c'est malheureux parce qu'il y en a des quantités que je ne connaîtrais pas physiquement. C'est extraordinaire. Hein. Ah ben, il dit j'aime pas les mots, vaut mieux faire l'amour. Oui, regrettant les femmes qu'il n'a pas eues. C'est ça. extraordinaire après en avoir eu autant dans sa vie. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire parce que ça célèbre un artiste total, prolifique, merveilleux, entré aujourd'hui mais qui aurait mérité, vous le dites, parce que vous présentez dans ces DVD les autres artistes qui auraient tellement mérité la Alors, Pléiade. je me suis demandé quand même ceci à propos de Simenon. C'est que vous savez qu'il écrivait ses romans en 11 jours. Donc c'était très court. Et je me suis dit, est-ce que au prorata, est-ce qu'il faisait l'amour aussi rapidement? Je n'en sais rien. C'est extraordinaire, vous le rencontrez chez lui. Alors, René Thiamble, lui, c'est un personnage, c'est un nanar, un type, il se dit, je suis un réactionnaire, il vous accueille avec un bonnet, avec un pompon, il vous dit, je suis fier d'être un emmerdeur. Oui, c'est ça. Il considère que lui, un écrivain, s'il n'est pas un emmerdeur, n'est pas un vrai écrivain. Un écrivain doit emmerder les gens, il doit pas les provoquer, il doit les étonner, justement les déstabiliser, j'employais ce mot tout à l'heure, et donc c'est un emmerdeur. Et il y a un moment, il dit d'ailleurs, est-ce que je suis... Enfin, il voudrait bien être un emmerdeur, parce que pour lui, c'est... Est-ce que je le mérite? Est-ce que je le mérite? Je crois qu'il le méritait, tout à fait. Alors là, vous passez toute la société de l'époque, il casse beaucoup de gens, il est furieux contre le franglais. Ah oui. Ben, il est le premier à avoir dénoncé les ravages de la langue anglo-américaine dans la langue française. Il a publié, c'était dans les années 60, un livre qui s'appelait « Parlez-vous franglais ?» qui a été un best-seller considérable, 300 000 exemplaires. Et c'est lui, alors qu'il publiait que des livres sur Rimbaud qui étaient tirés à 2000 exemplaires, et il a eu un succès phénoménal. Alors, il est scandalisé par le film Emmanuel, qui triomphe à l'époque, la pornographie. Oui. Il est contre, et pourtant, il écrit des livres érotiques. Oui, mais c'est un homme de mots, c'est pas un homme d'image. Il déteste les images, il peut pas... Et puis alors, Emmanuel, aujourd'hui, si vous voyez les films d'aujourd'hui, les films dits pornographiques, par rapport à Emmanuel, c'est pour les pensionnats religieux, quasiment, j'exagère. Mais Lolita, Nabokov, ça reste scandaleux encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Lolita, c'est un livre qui reste scandaleux parce que c'est quand même les amours d'un adulte avec une fille mineure, même une
très jeune fille. Donc oui, bien sûr, c'est un livre qui continue de faire scandale. Et il y a un moment, rappelez-vous, il y a un moment où ces amours entre les adultes et disons, les adolescents étaient non pas autorisés, mais enfin comme ça, on était compréhensif. Aujourd'hui, on ne l'est plus du tout. Et aujourd'hui, Nabokov, on publierait Lolita aujourd'hui, je veux dire, ça ferait scandale. Oui. Comme ça fait scandale quand c'est paru pour la première fois. Vous le recevez, c'est connu, il écrit les réponses, il les lit derrière un pupitre. Bah oui, parce qu'il était très orgueilleux, il ne voulait pas que sortent de sa bouche des propos auxquels il n'est pas réfléchi ou qu'il n'ait pas écrit auparavant. Oui. Donc il fallait c'était ça ou rien. Moi, je me suis dit, Nabokov, c'est un génie. Eh bien, j'oublie ma petite fierté de journaliste, je mets mon mouchoir dans ma poche et je lui envoie les textes par écrit de mes questions. Et il m'a répondu, et je répondrai par écrit, je lirai mes questions. C'est ça ou rien. Bon, il vaut mieux ça parce que, regardez, on parle de Nabokov, c'est un document extraordinaire sur Nabokov, on n'aurait rien sinon sur lui. C'est quand même extraordinaire, tant mieux. J'ai oublié, j'ai eu un réflexe professionnel désastreux d'une certaine manière, mais d'un point de vue littéraire, très, très heureux. Regardez Nabokov. Bon, Nabokov, c'est Lolita, c'est l'équation qu'on entend toujours. Nabokov, c'est Lolita. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu agacé à la fin par le succès de Lolita qui a été si considérable que, je ne sais pas, qu'on risque de penser que vous êtes le père d'une seule petite fille un peu perverse? Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde monsieur Humbert. Humbert. Oui, à qui elle demande une fois, est-ce qu'on va toujours vivre comme ça en faisant toutes sortes de choses dégoûtantes dans des lits d'Aubert? Mais pour répondre à votre question, non. Son succès ne m'agace pas. Je ne suis pas Conan Doyle, qui, par snobisme ou simple bêtise, préférait être connu comme l'auteur d'une histoire d'Afrique qu'il croyait bien supérieure à son Sherlock Holmes. Et il est assez intéressant de se pencher, comme disent les journalistes, sur le problème de la dégradation inepte que le personnage de la nymphette que j'ai inventé en 1955, a subi dans l'esprit du gros public. Non seulement la perversité de cette pauvre enfant a été grotesquement exagérée, mais son aspect physique, son âge, tout a été modifié par des illustrations dans des publications étrangères. Des filles de 20 ans ou davantage, de grandes dindes, des chats de trottoir, des modèles bon marché, que sais-je, ou des simples criminels aux longues jambes, sont baptisés nymphette ou Lolita dans des reportages de magazines italiens, français, allemands, etc. Et les couvertures des traductions turques ou arabes atteignent le comble de l'ineptie. Vous auriez dû nous en apporter. Oh oui, c'est dommage. Ce sont des exemplaires très rares. Mais ils représentent une jeune femme au contour opulent, comme on disait dans le temps, et à la crinière blonde, imaginée par des nigauds qui n'ont jamais lu mon livre. C'est une vraie pièce de théâtre. Ah oui, non, mais c'est un grand... Oui, mais alors, votre comparaison est très bonne. C'est un grand homme de théâtre. Et à Montreux, dans le palace où il vivait, il se comportait comme un grand comédien. Oui, il dit, on a transformé ma nymphette. Oui, bien sûr. Ma nymphette. Oui, mais c'était une nymphette. C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, une nymphette. Mais pour lui, c'était effectivement une nymphette. C'est pas une adolescente perverse. Non, il s'en prend aux illustrations qu'on a fait de son œuvre. Ah oui, non, mais vous savez, la publication de Lolita, c'est un roman, hein, parce que ça a été interdit, autorisé, à moitié autorisé. Il y a eu des éditions caviardées, des éditions interdites. Ça a été terrible. Oui, vous allez rencontrer Solzhenitsyn, l'histoire est connue. Oui. Vous le voyez en short en train de jouer au tennis. Oui. Hein, c'est des rencontres inoubliables. Et puis vous rencontrez aussi, comme Solzhenitsyn d'ailleurs, c'est un immense écrivain, mais des gens qui ne sont pas forcément des grands écrivains au départ. C'est des
comme Claude Lévi-Strauss, est un des personnages les plus influents de son temps. Oui. Et vous allez... C'est une rencontre étonnante, Oui, mais Lévi-Strauss. c'est le plus grand anthropologue quand même du XXe siècle. Et moi, je pense que c'est aussi un grand écrivain. Son œuvre relève de la littérature et relève de la science, mais relève aussi de... C'est Triste Tropique, Oui, évidemment. mais Triste Tropique. D'ailleurs, on a découvert un texte de l'Académie Goncourt, regrettant à l'époque que ce ne soit pas un roman, sinon on lui aurait décerné le prix Goncourt. Et je pense que nos devanciers à l'Académie Goncourt ont eu tort. Ils ont eu vraiment tort. Ils auraient dû lui donner le prix Goncourt, bien que ce ne soit pas un roman. Oui. Ils auraient dû dire Triste Tropique, prix Goncourt. Voilà ce qu'ils auraient dû faire. Un autre écrivain merveilleux, c'est Georges Dumézil. Mais là, c'est pas forcément un écrivain non plus. Vous Non. allez rencontrer un homme de science, un C'est homme un qui linguiste, côtoie un les... linguiste. Oui, C'est un qui linguiste. côtoie les dieux. Oui, et qui est un savant extraordinaire, mais ça m'amusait d'aller chez lui, de rencontrer un homme qui vit au milieu des langues, connaissait je ne sais pas combien de langues. Les derniers locuteurs d'une langue de l'Alaska ou du Caucase, il le faisait venir à Paris pour recueillir les derniers feux de sa grammaire, pour sauver cette langue de l'oubli. Il vit envahi de bouquins. Ah oui, mais Il y en a partout. Ah oui, il y en a partout. Il y a des livres partout. Sa femme, d'ailleurs, qui était immobilisée, vivait comme ça, recluse au milieu des livres dans son salon. Et lui-même, pour installer les caméras, on a dû pousser des livres comme ça. Et lui-même ne pouvait pas plus reconnaître ses livres. Il dit qu'il doit emprunter les livres à la bibliothèque, Oui. les livres qu'il a, Oui. parce qu'il ne peut pas les retrouver chez lui. Il ne peut pas les retrouver chez lui, puis s'il en prend un, tout va s'écrouler. Donc il préfère envoyer un étudiant à la Bibliothèque nationale qui va lui rapporter le livre qu'il a dans sa bibliothèque, mais qu'il ne peut pas trouver. C'est le seul homme que je connaisse qui a été victime du nombre de livres. C'est-à-dire que les livres ont peu à peu gagné du terrain sur lui, sur son espace vital, et à la fin l'ont assiégé et l'ont quasiment étouffé. Ouais. Et il parle de la vie et de la mort dans l'émission. Il a cette phrase, j'ai trouvé extraordinaire, il dit « Il faut détruire l'échafaudage dont la vie quand l'édifice est fait Oui, c'est joli. C'est magnifique. C'est très joli, oui, bien sûr, oui. C'est beau. ». C'est un regard sur la construction humaine. Peut-être est-ce que ça n'aurait pas été encore plus beau de dire il faut détruire ce qui a été construit et garder l'échafaudage? Oui. Françoise Dolto, incroyable Françoise Dolto. Elle dit « Les enfants ont été mes maîtres ». Oui, parce qu'elle a été la grande psychanalyse des enfants. C'est elle qui a dit, mais les enfants, c'est pas des petits idiots, non, pas du tout. Il faut essayer de les comprendre, savoir ce qu'ils ont dans la tête, quelles sont leurs réactions, leurs motivations. Et pourquoi nous sommes souvent mal à l'aise devant eux, devant leurs conversations. Alors il faut les comprendre. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Et alors chez elle, vous trouvez le divan, le fameux divan de la psychanalyste, envahi de bouquins aussi. Oui. Mais au fond, il aurait fallu que ce soit un enfant qui l'interviewe. Ça aurait été mieux. Mais je n'étais plus un enfant. Oui, mais elle donnait de la vie aux enfants à l'origine et tout ça, ce qui est passionnant. Et puis Albert Cohen. Albert Cohen, c'est... voilà. Albert Cohen, Yourcenar, tout ça, c'est les grands romanciers de l'époque. Albert Cohen, je suis allé le voir donc à Genève, où il vivait. Je suis accompagné d'un journaliste suisse qui, on peut le dire, c'est grâce à lui que j'ai pu franchir le seuil de l'appartement de Cohen, qui ne voulait pas recevoir de journalistes. Et puis, comme il gagnait un peu le prix Nobel de littérature, il s'est dit quand même, il faudrait qu'on parle un peu de moi quand même, ça serait bien. Donc, enfin, il a accepté 10 ans après Belle du Seigneur. Et alors, on a surtout parlé de Belle du Seigneur. Et le lendemain, vous vous rendez compte, 10 ans après la publication, le lendemain, c'est la ruée dans les librairies en France et en Suisse pour acheter Belle du Seigneur, et qui est devenu un immense best-seller 10 ans après sa publication. Et vous lui parlez même de Marcel Pagnol. Regardez. Qui était son ami. On était vraiment très amis. Et vous êtes restés amis toute votre vie? Toute ma vie. Toute ma vie. J'ai d'ailleurs vu le portrait de Marcel Pagnol dans votre salon tout à l'heure, où il a la meilleure place. Et Albert Cohen, c'est encore les poèmes de Marcel Pagnol, les poèmes que Marcel Pagnol écrivait à l'âge de 14 ans, je crois. Voulez-vous que je vous les récite? Ils sont les seuls... Enfin, ces poèmes n'ont pas été publiés. Je suis le seul possesseur de ces poèmes. Et vous les savez par cœur? Je sais par cœur. Je vous en dis... J'aurais voulu savoir manier le burin, rendre vivant le marbre ou l'albâtre fragile, ou d'un pouce savant modelé sur l'argile,
ou gravé finement les médailles d'airain. Je n'aurais pas sculpté Jupiter souverain, ni Phébus Apollon, père du grand Virgile, ni l'athlète, vainqueur au jeu d'un pied agile, ni le cheval nerveux qui frémit sous le frein. C'est joli, ça. Oui. Du cheval nerveux qui frémit sous le frein. Non, il avait 14 ans. Ou 15 au maximum. C'était en 4e, donc il avait 14 ans. Ni le cheval nerveux qui frémit sous le frein. Non, ce que j'aurais fait de l'informe matière, de l'onyx, du bronze sombre ou de la pierre, c'est ton visage clair, rayonnant de beauté, ton visage pervers et puéril de femme, et dans mon œuvre j'aurais mis toute mon âme pour l'imposer splendide à l'immortalité. C'est merveilleux et c'est inattendu, ça, Bernard. Oui, c'est incroyable. Ben oui, surtout qu'il n'a pas rien préparé. Il a débeauté comme ça, il lit ça. Et vous avez vu la tête que je fais? Absolument, je suis stupéfait. Vous le dites, ah mais c'est joli ça. Ben oui, non, mais il est incroyable. Albert Cohen, non, mais c'était un immense personnage, hein, Albert Cohen. Hein, c'était un personnage incroyable. Toute sa carrière professionnelle à Genève, au bureau du travail, là, je ne sais pas trop quoi, là, il a été un personnage étonnant. Les Valeureux, on connaît surtout Belle du Seigneur, mais Les Valeureux, c'était aussi un très, 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 très beau livre. Le livre de ma mère, dans lequel il raconte, je crois qu'il en parle dans l'émission, comment un jour il a eu honte de sa mère. Il ne se l'est jamais pardonné, jamais. Il a eu honte de sa mère à la sortie du lycée à Marseille. Et ça, c'était une blessure qu'il a gardée jusqu'à la fin de ses jours. Non, c'était un personnage incroyable. Quel bonheur de ces rencontres. Il y a 17 heures là, dans ce volume-là d'apostrophes, de ces grands entretiens. Quand on dit ce sont des personnalités du siècle, on se disait, effectivement, l'histoire donne raison à ça. L'histoire montre, finalement. Oui. Mais l'histoire et la littérature, les deux. Il y a l'histoire et la littérature qui se conjuguent pour donner la parole à des... Alors, l'histoire, la littérature et la télévision. Finalement, il y a l'image, il ne faut quand même pas l'oublier. Et tout ça fait que donc, ce sont des personnages extraordinaires, de grands talents, et qui sont surpris à un moment de leur vie, et qui, comme ça, je crois, avec beaucoup de sincérité, acceptent de parler devant un immense public. Et pas seulement le public de l'instant où ils parlent, pas seulement le public de l'année, mais le public des années qui vont suivre, et donc le public d'aujourd'hui. Oui, et vous les rencontrez chez eux. Il y a une grande intimité. Vous révélez ces personnalités derrière ces livres immenses qui vont être lus encore pendant des siècles. Vous révélez ces hommes et ces femmes, finalement, qui donnent en quelque sorte une sorte de testament. Oui, c'est une sorte d'anthologie quand même des écrivains qui correspondent à un certain moment de la littérature, un certain moment de l'histoire et un certain moment de la télévision et un certain moment de la vie du petit pivot. Voilà. Donc c'est ça s'est combiné. Et alors, moi, je suis très content parce que les éditions Montparnasse ont eu la bonne idée de publier comme ça, de retrouver des émissions d'apostrophes, soit des émissions de plateau. Il y a deux volumes qui sont là, voilà. Et puis le troisième, des apostrophes des grands écrivains qui étaient disséminés, qui a été paru, reparu, oubliés. Et là, ils sont rassemblés, présentés. Chacun est présenté par une petite introduction que j'ai faite. C'est-à-dire que vous resituez. On vous voit aujourd'hui, à chaque fois qu'il présente le contexte. Et c'est incroyable. On apprend évidemment que tel auteur est mort quelques mois plus tard, les circonstances dans lesquelles tout ça s'est fait, comment vous avez travaillé, comment vous avez obtenu leur présence. C'est une aventure humaine, Bernard. D'ailleurs, tout ça. oui, bien sûr, oui, c'est vrai, je suis très sensible à ce que vous venez de dire. Mais il y a un moment, souvent, plusieurs écrivains se sont confiés à moi 1 an avant leur mort, à commencer par Nabokov, 1 an et demi. Et à un moment, je voulais dire, intituler cette émission, confiez-vous à Pivot avant de mourir. Puis je me suis dit quand même, confiez-vous à Pivot 1 an avant de mourir. Puis je me suis dit quand même, non, ils vont le trouver saumâtre et ils ne viendront pas, ils n'oseront pas. Oui. Et alors, à l'intérieur même de ces entretiens qui durent 1 heure environ, il y a des évolutions, c'est-à-dire qu'on se lâche. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic à un moment donné. Oui, mais ça c'est normal, parce que pendant 1 heure, vous savez, prenez que vous êtes chez vous,
Patrick, vous êtes chez vous, vous êtes avec des amis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose qui va étonner quand même les autres. Et donc, on va rebondir, la conversation va s'en emparer. Et pendant 10 minutes, peut-être qu'on va parler on va s'affronter, ou au contraire, on va se réunir autour de ce qui a été dit à un certain moment. C'est la même chose. Et à un moment, il y a un écrivain, comme ça, il oublie les caméras, et on parle tête à tête, et puis tout d'un coup, il dit quelque chose qui moi, me surprend, et dont je pressens que ça va encore plus étonner le grand public. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe entre l'interviewé et l'intervieweur. Ouais. Et ça, évidemment, ce sont les riches heures, comme on disait autrefois, de la télévision. Oui, c'est miraculeux. Mais derrière ces monuments de la littérature, je dirais, il y a des hommes et des femmes, et on les voit là, nus devant vous, avec leurs faiblesses, avec leurs doutes. Oui, mais avec aussi probablement leurs mensonges, parce qu'on ne sait pas, je ne les connais pas assez pour ne pas dire, attendez, là, vous mentez, là. Non, on ne peut pas dire ça. Mais oui, il y a leur vérité, il y a leurs mensonges, il y a leur silence, Marguerite Duras, et il y a leurs anecdotes, il y a leurs regrets, et il y a leurs espoirs, il y a un petit peu tout. Ce sont des gens ordinaires qui ont du génie. Oui. Vous êtes défini comme le gratteur de tête du train fantôme, Bernard Pivot. Dans votre enfance, vous alliez dans les fêtes, et puis le gratteur de tête, c'était dans le train fantôme, qui... Imaginez le privilège qui a été le mien de gratter la tête de Lévi-Strauss, de Julien Green, de Marguerite Duras, de Marguerite Yourcenar. Formidable, quand même, non? Et de rencontrer des idoles, parce qu'on sent que vous les aimez. Jouando, vous l'aimez. Jouando, j'aimais beaucoup Jouando, oui. J'aimais beaucoup Jouando. Il n'a pas eu un comportement très honorable pendant la guerre, mais enfin bon, moi je passais là-dessus. Et j'étais très ému par cet homme homosexuel, marié avec cette femme. Qui vous caresse le visage un jour en vous disant... Mais non, un jour, je rencontre comme ça et je lui dis « Ah, Marcel, je vais me marier !» Alors il me regarde et il me passe la main là et il me dit « Dommage !» Merci Bernard Pivot pour tant de beaux souvenirs. Et là, c'est présent, c'est pas des souvenirs, c'est une mine, vraiment, c'est extraordinaire. Il en ressort beaucoup de vie de ces entretiens et beaucoup d'envie de lire. Merci beaucoup Bernard Pivot, c'était un grand bonheur. Merci.